BFM Business présente Doc et Débat avec Céline Kallmann. Bonjour et bienvenue dans Doc et Débat sur BFM Business. Aujourd'hui, un document exceptionnel pour parler de notre nouvelle manière de faire les courses. Après le boom des hard discount, la révolution Amazon, le coup de force d'Action, c'est l'enseigne préférée des Français. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le déstocker qui chamboule notre manière de consommer, Noz. Avec un chiffre que BFM Business vous révèle aujourd'hui, plus 40% de chiffre d'affaires en 2023 pour l'enseigne. Un succès qui pose de nombreuses questions. Est-on condamné à consommer ainsi en période de crise ? Fini les petits commerces, les boutiques spécialisées. Chez Noz, on vend de tout à tout le monde et surtout à bas coût. Une avancée donc ou la mort de la consommation éclairée. Ce succès, on s'en réjouit ou on s'en inquiète. Dans ce documentaire, le témoignage du patron fondateur de Noz, Rémi Adrion. Il a accepté de répondre aux questions de BFM Business. Il est très rare dans les médias. Juste après, on en débat avec mes invités en se demandant si l'avenir va ressembler au monde merveilleux du déstockage à la sauce Noz. Noz dans les coulisses du premier déstocker de France. C'est un documentaire d'Essia Lacroix. Doc et Débat sur BFM Business. 12 mai 2023, 9h30. Dans quelques minutes, ce magasin Noz ouvre ses portes. Il y a déjà une dizaine de clients qui patientent à l'extérieur. Donc là, on a reçu 600 paires de chaussures. Donc c'est un très bel arrivage. Ce vendredi, 90 000 paires de chaussures de la marque San Marina viennent de rejoindre les 302 magasins du groupe. Les prix défient toute concurrence. Et pour cause, Noz a raflé les stocks de San Marina, entreprise qui vient de faire faillite. On est sur des chaussures, là, les trois qui sont là sont à 89 € d'origine et nous on fait une remise du coup de moins 60% sur le prix d'origine. Cette paire là à 89 €, du coup elle passe à 35,60 €. Et ils sont nombreux à vouloir profiter des bonnes affaires, quitte à rater une matinée de travail. Ça va, j'ai une heure de retard. Je suis la patronne donc ça va. Un homme marche pour voir si c'est ta taille. On va pas faire trop d'abus non plus. Mais moins 60% c'est du cuir, c'est de la qualité donc on sait sur quoi on part. Quoi qu'il arrive, on trouvera un article qui va nous intéresser. Comment fonctionne cette machine ? Comment le déstocker travaille pour proposer des prix malins à une clientèle de plus en plus nombreuse ? Nous allons vous révéler les rouages de l'enseigne Noz. Bonne journée, au revoir. Et celui qui nous ouvre les portes, c'est son patron, Rémi Adrion, 74 ans. C'est lui qui a fondé l'entreprise en 1976. J'ai eu l'idée de créer Noz tout petit. Alors c'était pas nécessairement Noz, mais je voulais être patron. Voilà, tout petit, je vivais dans une famille d'ouvriers, mon père était chauffeur poids lourd et syndicaliste, et les patrons c'était des mutants et ainsi de suite. Donc je sais pas, ça m'a pas plu, j'ai fait du rejet et tout petit déjà, je me disais un jour je serai patron. À l'âge de 26 ans, j'ai décidé de tout abandonner, mon boulot de commercial en photocopieur et j'ai dit, allez, je monte mon affaire. Voilà. J'ai cherché quoi, comment, voilà. Mais j'avais vu déjà des stockages, des ventes de meubles d'occasion, des stocks américains. Voilà. Allez, je me suis dit, moi, le déstockage, ça me plaît et me voilà parti. L'aventure commence dans un hangar de Laval. Il travaille avec sa femme, son père qui est chauffeur et sa mère qui est vendeuse. Les premiers employés à partir d'un an. Voilà. Un an, on a déménagé d'un hangar à quelque chose qui ressemblait un peu plus à un magasin. Et là, on a commencé à prendre un premier employé, et puis après, un deuxième, un troisième, et puis après ouvrir un magasin, un deuxième magasin, un troisième magasin. Voilà, on voulait devenir des stockeurs les plus importants de la Mayenne. Et puis après, des départements de la vallée de la Loire, de l'ouest de la France, et puis de la France, et puis ainsi de suite. On n'a pas arrêté depuis 47 ans d'ouvrir les magasins les uns après les autres. Nous, c'est un acteur historique, voilà, très très bien implanté. On en parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, mais c'est pas du tout nouveau en fait. C'est une enseigne qui est née dans les années 70, qui s'appelait d'ailleurs au départ le Soldeur, et qui est née de ce constat d'un entrepreneur qui s'est dit il y a un grand stock d'invendus, des enseignes qui font faillite, eh bien moi je vais les récupérer, je vais les acheter et je vais les vendre à des prix bradés, moins 50, moins 60, moins 70% pour des clients un peu moins fortunés. Au cours de l'année 2022, nous avons fermé 26 magasins. Suite au Covid, il n'y avait plus de liquidation judiciaire,
donc moins d'approvisionnement, et on s'est trouvé avec moins de marchandises à vendre. De ce fait, nous avons réduit un petit peu notre force de vente pour nous adapter à l'écoulement des stocks de nos fournisseurs. Je pense que d'ici la fin de l'année, on en aura encore une bonne dizaine à ouvrir. Et puis autrement, le rythme de 20 par an correspond bien à notre capacité à développer nos achats. Donc je pense qu'une ouverture d'une vingtaine de magasins tous les ans. Un article de Ouest France datant d'octobre 2022 explique que l'inspection du travail enquête sur l'entreprise pour des infractions qui relèveraient du travail dissimulé et d'entrave à la mise en place d'institutions représentatives du personnel. Une enquête que Rémi Adrillon regrette. Notre projet de gérant vise à favoriser le développement de l'entrepreneuriat. Et pour nous, c'est un bon projet. Maintenant, l'inspection semble remettre en question ce dispositif. C'est leur vision, nous ne la partageons pas. Aujourd'hui, Noz est une machine bien huilée avec plus de 300 magasins en France et entre 15 et 20 ouvertures de nouveaux magasins par an. Un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros en 2022 et près de 6000 collaborateurs. Et depuis quelques mois, l'entreprise fait beaucoup parler d'elle. Sa spécialité, récupérer les stocks des entreprises qui font faillite. Le 2 novembre 2022, le déstockeur Noz rachète la quasi-totalité des stocks de la marque de prêt-à-porter Camaïeu, mise en liquidation judiciaire pour une valeur de 4,2 millions d'euros. Le 20 janvier 2023, Noz rachète 113 000 articles de décoration et 28 000 pièces de mobilier de la marque britannique Made.com, mise aussi en liquidation judiciaire. Le 3 avril 2023, Noz rachète 310 000 pièces de la marque de chaussures et d'accessoires San Marina, elle aussi en faillite. Le 20 avril 2023, le déstockeur remporte la totalité du stock de la marque de surgelés Place du Marché Ex-Toupargel, soit 1500 palettes de surgelés et 170 palettes de produits d'épicerie. Sans être péjoratif, Noz, c'est un petit peu le vautour de la grande distribution. Ils sont les meilleurs acheteurs, ils savent très bien où il y a des stocks à acheter. En plus, il y a un grand nombre aujourd'hui d'enseignes textiles qui connaissent des difficultés et qui sont en faillite actuellement. C'est des opérations qui sont intéressantes pour eux parce que ça leur permet d'avoir de la visibilité alors qu'ils ont une visibilité qui est moindre. Et ça leur permet de faire parler d'eux. Voilà. Quand ils reprennent par exemple une partie du stock de Camaïeu, les médias expliquent ça et donc parlent de Noz. Et donc ça donne aussi envie d'aller chez Noz. Sa force finalement, c'est cette capacité à aller chercher, à aller sourcer les bons stocks des invendus, évidemment à des prix d'achat défiant toute concurrence, parfois même gratuitement, parce que c'est reprise de stock. Donc forcément, en revente pour le client, c'est des prix très attractifs, mais en marge, ça reste intéressant pour Noz. Ceux qui ont raflé les stocks de Camaïeu et de San Marina, c'est une petite équipe avec à sa tête Sébastien Jaffresse. Son métier, ne rater aucune de ces liquidations qui vont ramener des clients chez Noz. Pour acheter un stock d'une marque en faillite, nous on passe par plusieurs canaux d'information. On a différents sourcings qui nous permettent effectivement d'avoir des informations sur tout ce qu'il peut y avoir comme stock concernant donc une marque qui n'exerce plus. Donc on travaille notamment avec des commissaires-priseurs, avec des mandataires judiciaires, tous ces interlocuteurs qui traitent justement des dossiers de sociétés en faillite. Pour Sébastien Jaffresse, remporter une vente aux enchères, ça commence avant même la vente. Lors d'une vente aux enchères, on commence toujours par, il y a un temps de visite en fait, avant que la vente commence, qui permet à chaque acheteur potentiel de venir visiter le stock, constater ce que sont les produits, les marchandises, se faire son avis, se faire son idée aussi de ce que sont toutes ces marchandises et puis déterminer son prix d'achat ou son enveloppe en tout cas pour acheter le stock. Et ensuite vient le temps de la vente où là chacun porte les enchères jusqu'au maximum de ce qu'il s'est fixé pour acheter le stock. À partir du moment où le coup de marteau est tombé pour le commissaire-priseur, c'est donc l'acquéreur qui devient propriétaire du stock et qui doit en faire son affaire en termes de logistique, en termes de paiement pour commencer évidemment. Il doit honorer le montant de l'enchère définitive, donc d'abord payer ce montant et ensuite mettre en place toute la logistique pour pouvoir récupérer la marchandise. Les acheteurs de Noz arrivent, sont les meilleurs en ce qui concerne les enchères. Et après, il y a toute une machine logistique très efficace de Noz qui est capable de stocker ses produits, de les distribuer dans son réseau de plusieurs centaines de magasins au meilleur prix. Et ce sont ces produits-là qui sont plébiscités par les clients. Le dynamisme qu'ils ont pour faire en sorte qu'il y ait un renouvellement de l'offre
d'une fois à l'autre. C'est-à-dire s'il y a un client qui vient le samedi après-midi et qu'un mois après il revient, il ne doit pas trouver exactement la même offre pour stimuler son envie et son besoin d'acheter, quoi. Cette capacité à être, on va dire, très bien placé pour acheter les bons stocks au bon moment. On a beaucoup entendu parler d'eux récemment, notamment avec le rachat de stocks, effectivement de Camaïeu, qui est une enseigne qui a disparu là, du marché, de Camaïeu ou encore de San Marina. Mais pourquoi Noz décroche autant de stocks de marques en faillite ? Les critères qui nous permettent effectivement de remporter ce genre de vente, le fait d'avoir une capacité importante en termes d'absorption du nombre de produits, de la volumétrie de ce que représente le stock, et puis également des capacités financières importantes, puisqu'on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire parfois millions d'euros pour pouvoir acquérir un stock. Sur des lots comme tout par gel, qui était quelque chose d'assez inédit pour nous, parce qu'effectivement c'est une typologie de produits qu'on ne rencontre pas très régulièrement. On a plutôt à faire effectivement de l'habillement, chaussures, confection, etc. Des denrées alimentaires qui plus est surgelées, là c'est un peu plus compliqué en termes de logistique. Donc effectivement, il faut absolument faire le plus rapidement possible, tout en respectant bien évidemment la chaîne du froid. Ça c'est effectivement une logistique un peu plus compliquée et on a dû travailler cette fois-ci avec des prestataires spécialisés en la matière, avec qui on travaille aussi par ailleurs pour approvisionner les magasins Noz quotidiennement. Acheter des stocks de marques en faillite, ce n'est que 6 à 7% du chiffre d'affaires du groupe. Le reste des achats est fait par des dizaines d'équipes achats et marketing qui, elles, rachètent des fins de stock ou de collection et des invendus. 46 ans après sa création, le siège de Noz est toujours en Mayenne. Ici, les salariés travaillent dans un cadre verdoyant avec château, hôtel, garderie et même des poneys et des ânes. Au sein de ce très grand open space, des équipes achats et marketing sont en contact avec 230 000 fournisseurs dans 42 pays. Good morning, Michael. Hola, buenos días. Estou sim, muito bom dia. Oui, bonjour, c'est Dorian, acheteuse pour la centrale d'achat Noz. Oui, bonjour Dorian. Dorian est acheteuse en droguerie, parfumerie et hygiène chez Noz. Au téléphone, un fournisseur a des produits à lui proposer. Si vous vous positionnez, il faut qu'on fasse rapidement. D'accord. Donc on est bien sur des parfums. Hommes ou femmes? C'est homme. Homme, ouais. D'accord. Il y a combien de quantités? Il y a autour de 1000 pièces. Après, il faut que je vérifie avec notre logistique, mais entre 900 et 1000 pièces. D'accord. Et quelques minutes après, elle vient justement de recevoir les échantillons d'un autre fournisseur. Salut. C'est sa collègue Lola, catégorie manager en droguerie dans l'équipe marketing de Noz, qui va déterminer si oui ou non ce produit est intéressant pour l'enseigne. C'est vrai que c'est des beaux produits. Là, on a un effet de gamme, c'est sur des produits un peu bambou, naturels. Ouais. Donc c'est vrai que là, c'est plutôt intéressant, c'est dans la tendance marché. Donc là, clairement, on va faire une offre en tout cas rapide. D'accord. Et on va faire notre mieux pour passer cette commande. Ouais. Surtout si c'est un fournisseur que tu as vu en tournée, donc c'est très intéressant. Dernière étape avant de conclure la négociation, déterminer un prix de rachat et un prix de vente en magasin. Et peut-être que sur nos prix d'achat, justement, on va jouer sur notre mutation. Ici, l'équipe marketing dédiée à la librairie discute de ces livres pour enfants proposés par un fournisseur. On va évaluer les produits pour estimer à combien on peut les vendre, surtout à combien on peut les mettre pour que ça soit une bonne affaire pour nos clients. L'idée, c'est de déterminer le bon prix pour que nos clients les achètent en 4 semaines, puisqu'on a un objectif de vente en 4 semaines. Lorsque le produit intéresse Noz et qu'un prix a été déterminé, place à la négociation avec le fournisseur. On se positionne sur les 800 000 pièces et du coup, en plus de ça, je prends le transport à notre charge. Parce qu'il y a quand même une enveloppe de 50 000 € sur le transport. C'est ça, parce que moi je sais que là on est sur un gros volume, donc 24 camions comme tu l'as dit, ça représente à peu près 10 plateformes à livrer. Donc est-ce qu'on est quand même capable d'assurer la livraison sur ça? Ouais, complètement. Ils sont dynamiques en fait sur les achats.
Ils sont dynamiques sur l'offre, parce que l'offre, elle change constamment et il faut qu'elle change. C'est un petit peu la seule enseigne aujourd'hui qui est sur du pur déstockage. Noz est dépendant finalement de ce stock d'invendus qu'il va devoir chercher. Donc c'est un peu une fuite en avant, une fuite effrénée. Il faut toujours trouver des nouveaux produits. C'est le moment de la vente. Les produits arrivent en magasin et pour les équipes sur place, c'est toujours la surprise. Laetitia, animatrice réseau chez Noz, se tient prête avec son équipe. Tous les jours, à chaque réception, c'est un peu Noël. C'est la découverte. Donc là, on devine qu'on a quand même quelques hamacs parce qu'on devine les cartons et les marques. On voit les packs d'eau, mais le reste, on va découvrir au fur et à mesure de la réception. Maintenant, il s'agit d'être rapide et d'installer au plus vite les nouveaux arrivages. Nous, on découvre le stock à sa réception, mais on prépare nos magasins en conséquence. Un magasin qui est ouvert depuis quelques années, aujourd'hui, on sait que tous les jours, on va recevoir globalement tant de palettes de bazar, tant de palettes d'alimentaire et tant de palettes de textiles. Et notre concept est plutôt bien pensé et bien conçu, dans le sens où on peut s'adapter en fonction aussi de la situation. Nos bacs sont sur roulettes. On peut les bouger donc d'un emplacement à l'autre, même si globalement on retrouve les rayons. On sait qu'à tel endroit on va trouver de l'alimentaire, à tel endroit du bazar, à tel endroit du textile. Et donc en fonction de la réception, les équipes vont être amenées à bouger les supports et à s'adapter en fonction de ce qui arrive dans le camion. Les nouveaux produits resteront alors 6 semaines en magasin. Passé ces délais, ils seront bradés à moins 50% pendant une semaine avant d'être retirés des rayons. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs débarquent sur le marché du déstockage et du discount, car les clients attirés par les petits prix sont nombreux. Résultat, la concurrence est féroce. Noz est-il bien armé pour faire face à ces autres enseignes de plus en plus nombreuses? La presse nous place souvent concurrents à Action, Jiffy, voilà, qui sont des entreprises de qualité, mais qui font du discount. Nous, on ne fait pas de discount, on ne fait rien fabriquer. Nous achetons que des stocks. Et en fin de compte, on n'est pas concurrent avec eux. Le marché des petits prix, des bazars, du discount est un marché en plein boom en France. Alors, on le constate évidemment avec les chiffres. On a aujourd'hui 4000 magasins selon le cabinet Xerfi qui sont sur ce créneau-là, de Noz, d'Action, de Stockomanie, de Jiffy. On estime le chiffre d'affaires global à 10 milliards d'euros en très forte hausse en 2022, plus 12%. Alors c'est normal, d'abord parce qu'on a un contexte très difficile pour le pouvoir d'achat. Les Français vont dans ces magasins pour faire des bonnes affaires. Reste à savoir si ce marché il peut s'étendre à l'infini. On voit aujourd'hui de nombreuses enseignes qui arrivent. On peut citer l'allemande Teddy qui cartonne de Outre-Rhin. Ils arrivent en France, on voit qu'ils ont un peu du mal à s'implanter parce que l'environnement concurrentiel est très bataillé. Il y a de nombreuses enseignes finalement qui se battent pour un peu le même stock d'invendus. Les stocks d'invendus ne sont pas eux non plus illimités. C'est ça un peu l'enjeu de Noz, c'est de savoir un petit peu comment ils vont toucher un plus grand nombre de Français à l'avenir, sachant que de plus en plus d'enseignes se battent pour ces produits. Les gens ne sont pas en train de se dire et de mettre des catégories, il y a le déstockage, il y a le discount. Ça, c'est les professionnels qui font ça, ce n'est pas les consommateurs. Et les consommateurs, ils veulent des prix bas. Ils savent qu'ils vont aller chez Lidl, ils savent qu'ils vont aller chez Leclerc, ils savent qu'ils vont aller chez Action, ils savent qu'ils vont aller chez Noz. Mais ils ne sont pas en train de mettre des catégories dans la même zone de chalandise. Quand ils vont avoir Jiffy, Action, La Foire Fouille, Maxi Bazar, Stockomanie, voilà, pour citer les leaders du discount de la maison, et Noz, ils ne sont pas en train de réfléchir en se disant « Noz, c'est le déstockage, donc là j'y vais parce qu'il y a… » Voilà, ils se disent aussi s'ils vont chez La Foire Fouille ou s'ils vont chez Stockomanie, il y a des bonnes affaires à faire. Et donc ça, c'est la réflexion consommateur. Mais Noz a des atouts. Installé depuis 1976, il connaît très bien son marché. Alors Noz fait effectivement partie des plus grandes enseignes de déstockage en France. C'est plutôt le pionnier que le leader, je dirais. C'est vrai qu'ils se sont lancés sur ce segment-là dans les années 70. Comme c'est un acteur historique, il a eu le temps finalement de travailler son offre, son positionnement, de connaître son marché, de connaître ses clients, de savoir sur quoi il faut se développer, de construire son modèle économique parce que c'est quand même très important dans la partie du retail. Donc on va dire son point fort, c'est déjà son historique et sa connaissance du marché. Face aux discounters comme Action ou B&M, Noz a aussi une spécificité. Toute la marchandise à vendre est issue de sa capacité à trouver des invendus tout le temps et toute l'année. Une force, mais peut-être aussi une faiblesse. Nous, on vend ce qu'on achète. Voilà. Ce que nos fournisseurs ont à déstocker.
Voilà. Si on a des fournisseurs qui ont beaucoup à déstocker, bien on déstocke beaucoup. Si on en a peu, on déstocke moins. C'est tout. On adapte notre capacité de vente et notre chiffre d'affaires à ce qu'on a acheté parce qu'on ne peut pas vendre autre chose que ce qu'on a acheté. Noz, c'est un petit peu la seule enseigne aujourd'hui qui est sur du pur déstockage. Chez Noz, on ne va pas avoir un fond de rayon comme chez Action, comme chez B&M où on va toujours trouver à peu près les mêmes produits en plus d'une offre très ciblée sur le déstockage. Quand on est client chez Noz, eh bien, quand on arrive, quand on passe les portes de magasin Noz, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors c'est un point fort parce qu'on a la surprise, mais c'est aussi un point faible parce que du coup on a un peu plus de mal à fidéliser les clients comme le font Action, B&M, Stockomanie ou d'autres enseignes qui ont davantage de clients réguliers. Contrairement à des concurrents sur le marché du discount ou du bazar qui peuvent être des destinations, c'est-à-dire que je peux aller chez Action et me dire c'est l'été, il faut que je prenne des produits pour l'extérieur, des produits de jardinage, il faut que je prenne, je prépare la rentrée des classes et je vais prendre de la papeterie. Chez Noz, j'ai pas d'intention d'achat en arrivant, c'est en regardant ce qu'il y a dans le magasin que je vais me dire j'achète ou j'achète pas. Donc c'est pas assez un magasin de destination. Noz mise aussi sur sa présence non négligeable, plus de 300 magasins sur le territoire. Un parc qui est assez conséquent de magasins en périphérie, mais les gens qui fréquentent les zones commerciales dans lesquelles Noz se situe connaissent bien Noz. Voilà. Donc ça, c'est un atout aussi, c'est qu'ils ont un parc conséquent. Il a un modèle qui est plutôt succursaliste, sur de la franchise ou des mandataires. Donc ça lui permet finalement d'ouvrir des magasins plus facilement que quand on les ouvre en intégré, puisque l'investissement est moindre finalement, puisque c'est le franchisé qui va porter une grosse partie de l'investissement. Noz pourrait quand même pâtir d'une image un peu démodée face à des concurrents dynamiques aux magasins rénovés et contemporains. Noz, c'est une enseigne très discount qui ne valorise pas le client. Quand on arrive dans un magasin Noz, c'est vrai qu'on voit des produits exposés dans des cartons, dans des bacs. On n'a pas l'impression d'aller rentrer dans un beau magasin. À la différence d'ailleurs de certains concurrents comme Action ou B&M, dans laquelle les rayons sont plutôt beaux et on a davantage envie d'acheter. C'est un point faible, mais c'est aussi son point fort à Noz, parce que du coup, ça a une bonne image prix. On sait qu'on va faire des bonnes affaires chez Noz. Les magasins ont été très peu rénovés. Voilà. Si on prend le parallèle avec Action, qui est plus récent, ou même Lidl, qui est un peu plus ancien, ils ont passé quand même peut-être ces 6-7 dernières années à vraiment faire un travail colossal sur le parc, sur le concept, sur les parcours. Bon, Noz n'a pas encore fait cet investissement-là, n'a pas encore fait cette mue peut-être. Et donc ça, c'est un axe qu'il faudra travailler, être un peu plus attractif. Je vais chercher du prix, je vais chercher de la nouveauté, je vais chercher de l'achat malin, mais c'est bien aussi de trouver un merch qui a du sens. C'est vrai que trouver des bacs de surgelés à côté du textile, bon, ça peut surprendre, même si c'est du petit prix. La présentation de nos magasins est par nature très très difficile à organiser, puisque nous ne travaillons qu'avec des queues de lot, des queues de marchandises. Donc on est un magasin qui ferme en permanence. Voilà, si on regarde des magasins qui ferment, à la fin il n'y a presque plus rien, mais des poupouilles, des restes, des choses comme ça. Alors ils sont désorganisés naturellement, voilà. Et ils sont gérés par date d'arrivage. Voilà, par date d'arrivage, de manière à pouvoir les enlever au bout de 6 semaines. 6 semaines plus une à moins 50%, et après à retirer les produits pour faire de la place. D'un autre côté, Noz se défend aussi sur le marché, en se plaçant sur le mieux consommé et l'économie circulaire. Il y a quand même des arguments écologiques. Je vais en prendre un qui est utilisé d'ailleurs par Noz, qui est sur leur site. C'est le côté, on donne une dernière chance aux produits et on évite le gaspillage des produits et le fait de jeter les produits. Et ils ont raison d'utiliser cet argument parce que ça permet aussi, à un moment donné, il y a eu des stocks. Si le produit il est neuf mais qu'il a été récupéré sur des stocks, ça évite de détruire les stocks. Et c'est aussi ce qui se passe. Par le passé, par exemple, Amazon a été très critiqué là-dessus parce que quand ils avaient des retours sur les stocks, c'était plus compliqué sur les retours de commandes. De les mettre sur le marché et donc ils détruisaient leur stock. Noz aussi essaie de se positionner sur ce segment-là, de se dire finalement je participe à ma hauteur à l'économie circulaire. Et donc le client, le consommateur, il se dit finalement c'est pas mal parce que je vais racheter des produits qui ont déjà été fabriqués. Pourquoi aller en acheter des nouvelles fabrications? Donc ça déculpabilise probablement un petit peu aussi de se dire je fais un achat,
mais de produits qui existent déjà, voilà, qui ont déjà été fabriqués, qui ne vont pas venir sur le marché exprès pour ma consommation. Un marché qui grossit, de plus en plus d'acteurs, mais pour le pionnier français du discount, pas de quoi avoir peur, même face au géant néerlandais, devenu l'enseigne préférée des Français. Un magasin Action ouvre à côté d'un magasin Noz, ça ne modifie pas notre chiffre d'affaires, peut-être même au début ça apporte un peu plus de clients, un peu plus de fréquentation. Doc et débat sur BFM Business. Noz dans les coulisses du premier des stockeurs de France, un documentaire signé Essia Lacroix, rédaction en chef Anne Catel-Mousset, conception graphique Pierre-Oscar Brunet. Avec moi sur ce plateau, Frédéric Bianchi, journaliste BFM Business. Bonjour. Bonjour. Rodolphe Bonas, PDG du groupe Aristide Retail Technologies, expert de la conso. Bonjour à vous. Et bien sûr, Essia Lacroix, journaliste BFM Business. Bonjour Essia. Bonjour Sabine. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire que Rodolphe Bonas a beaucoup apprécié. Oui, félicitations Essia, vraiment c'est un reportage d'une précision, on rentre vraiment dans les coulisses, on décortique tout ce dispositif du discount et on voit que c'est finalement un peu plus complexe que le regard que l'on a nous en tant que consommateurs. Essia, on aimerait justement savoir si Noz vous a facilement ouvert les portes pour ce documentaire. Alors au départ, j'avais peu d'espoir d'avoir par exemple son président et fondateur Rémi Adrian. Rémi Adrian, exactement. Il est très discret dans les médias, il y a très peu d'interviews de lui. Je pense que la dernière que j'ai pu voir passer, c'était au début des années 2000. Et depuis les années 2000, Noz a grandi, sauf que c'est une enseigne, on se rend compte, qui n'a pas besoin de communiquer, contrairement à une enseigne classique. Je vous donnerai la parole après, messieurs, mais Essia, je voulais savoir, vous parlez dans votre reportage des Noz addicts. Qu'est-ce que c'est ? Alors, un Noz addict, c'est une personne qui est accro à l'enseigne Noz. Donc, ils ne sont pas payés par l'enseigne ni rien, mais c'est juste des personnes qui sont fans, qui vont très souvent, voire plusieurs fois par semaine. Tous ces Noz addicts ont créé par eux-mêmes des pages Facebook Noz addicts pour mettre en avant les bons plans, ce qu'ils ont déniché, etc. Chez Noz, vous avez pu tout filmer ? J'ai rencontré un peu tout le monde. Je me suis promenée aussi dans les locaux, dans les jardins, dans l'hôtel. Ce qui donne cet excellent documentaire. Frédéric Bianchi, plus 40% de chiffre d'affaires en 2023 pour Noz, chiffre que nous révèle Essia, c'est assez énorme. Est-ce qu'il faut peut-être le comparer à l'année précédente, 2022 ? Alors, d'abord, on parle d'une enseigne qui a plus de 40 ans. Noz, là, bientôt 50. On découvre bientôt 50. Ce sont des enseignes. Alors, il y a deux enseignes, Noz et Stokomani, je crois, qui sont nées dans les années 70. Donc, c'est pas vraiment une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le marché du bazar discount touche un très large public, un marché de plus en plus important. Alors, on a peut-être tort parfois de l'associer aux difficultés de pouvoir d'achat, à des consommateurs qui seraient pauvres, par exemple, ou qui auraient des difficultés d'acheter. Non, on voit qu'aujourd'hui, c'est que ces enseignes discount touchent tous les publics, que ce soit le patron de la petite boîte, le médecin, mais aussi la personne qui a des difficultés de pouvoir d'achat, vont chez ces enseignes-là. Donc il y a ce contexte-là qui et puis qui est indissociable, comme le disait Essia, aussi des nouveaux modes de communication. Ce sont des enseignes qui investissent pas du tout en communication et qui comptent justement sur ces addicts, sur ces fans qui vont le lundi, le mardi, faire le tour des Lidl, des Action, des Stokomani, des Noz, qui vont revenir faire un haul, comme on appelle dans le monde des influenceurs, qui vont déballer leurs courses et qui vont se filmer en train de dire voilà, j'ai trouvé ci, ça et ça dans les magasins. Donc c'est indissociable de ces nouveaux modes de consommation et on est dans un contexte, alors certes il y a des difficultés de pouvoir d'achat où on veut se faire plaisir à bas prix, mais la tendance de ce succès, de ce développement du bazar discount, elle a démarré avant l'inflation. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on voit que petit à petit, ces nouveaux modes de consommation se mettent en place. On va prendre l'exemple d'Action, une enseigne néerlandaise qui aujourd'hui réalise plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France. Il y a des magasins partout. Elle est arrivée en 2012, elle a depuis couvert la France de 700 magasins et c'est un succès qui a commencé avant la crise inflationniste qu'on connaît aujourd'hui. Rodolphe Bonas, ces enseignes à bas coût, en fait, même si on n'a rien besoin d'acheter, on va y aller, puis on va se dire, bon, je vais peut-être trouver un truc qui va me servir à quelque chose, et puis on ressort, c'est un peu comme chez Ikea, où on ressort avec tout ce qu'on n'avait pas besoin. Exactement. Est-ce que finalement c'est assez sain de consommer comme ça ? En fait, c'est assez sain.
c'est pas forcément bon pour le portefeuille, mais ça fait quand même vachement plaisir. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez le produit que vous n'aviez pas prévu d'acheter, mais que vous avez la sensation de faire une bonne affaire, quelque part, vous faites un peu plaisir. Et vous voyez, tous les produits qui sont présentés là, c'est souvent des produits dans le textile, des produits dans le maquillage, des produits dans le jouet, par exemple. Et donc, tous ces produits-là, c'est des produits plaisir qui, parfois, sont un peu compliqués. Mais est-ce que ce sont vraiment des bonnes affaires ? Parce qu'on se dit, tiens, au lieu de 50 euros, je le paye 10. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, mais bon. Parce que c'est très bien expliqué dans le reportage, le modèle économique de l'enseigne repose sur la bonne affaire. C'est-à-dire qu'à l'origine même de ce qu'on appelle dans le métier de sourcing, c'est-à-dire de l'approvisionnement du produit, c'est déjà une bonne affaire. Donc c'est vraiment le concept et c'est articulé là-dessus. Et puis il y a 2 règles dans le commerce qui marchent très très fort. La première, c'est la bonne affaire. Et puis surtout, il n'y en aura pas pour tout le monde. Parce qu'on sait très bien que la semaine d'après, il n'y en aura plus. Donc là, c'est aussi, il y a ce sentiment d'urgence. Donc la recette est assez bonne. Elle marche depuis longtemps. Et à mon avis, elle va marcher encore longtemps. Quand vous parlez de bonnes affaires, on parle d'achat pulsion. Oui, donc est-ce que c'est vraiment une bonne affaire ? Au départ, on n'avait pas prévu de dépenser cet argent. Alors ça, c'est sûr. C'est-à-dire que souvent, les consommateurs le disent. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font leurs courses avec des listes. Parce que justement, ils ont prévu et ils disent je ne sortirai pas de ma liste. Et donc, ils sont extrêmement précis là-dessus. Mais pour le commerçant et aussi parfois un peu pour soi, ça fait plaisir d'en sortir. Parce que vous savez, je dis souvent, je pense, donc je suis, mais il y a aussi le je consomme, donc je suis. Et j'ai besoin, au travers de cette consommation, de me définir. Et parfois, ces enseignes à petit prix, elles sont là pour ça. Récemment, on a vu que l'enseigne Tout Juste avait dû mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Frédéric Bianchi, dans ce modèle économique ? C'était un pari qui était auquel peu croyaient au départ. C'est vrai que c'était quand on s'attaque au monde de la distribution alimentaire, qui est encore un autre univers qui est très concurrentiel. Là, c'est les actionnaires qui sont aussi les fournisseurs. Voilà, c'était les actionnaires qui étaient les fournisseurs. Et bien, d'abord, c'est des investissements colossaux pour vraiment s'attaquer à ce marché-là. Il faut acheter en très grande quantité pour avoir des prix très bas. Et bien, les actionnaires qui étaient aussi fournisseurs, n'étaient pas au rendez-vous. Les produits n'étaient pas moins chers. Enfin, il y a pu avoir des comparatifs qui ont été faits. Les produits n'étaient pas forcément moins chers que ce qu'on voyait chez le Leclerc ou le Lidl d'en face. Et donc, l'enseigne a pas marché et elle a mis la clé sous la porte. Le monde de l'alimentaire, il est très concurrentiel. Les gens sont drivés par des grandes marques. On parlait tout à l'heure, vous demandiez à Rodolphe si on faisait vraiment des bonnes affaires. Dans le monde de la promotion, par exemple, le but, c'est pas de faire des bonnes affaires. Le but, c'est pas de donner du pouvoir d'achat aux clients. Quand Leclerc ou Carrefour fait une promotion sur le Nutella, c'est pas pour lui faire dépenser son argent. C'est pour le faire dépenser plus. C'est ça l'objectif de la promotion. Il faut le rappeler, quand on dit il y a moins de promotion, le pauvre consommateur, mais la promotion, elle est, d'ailleurs vous voyez bien, sur des produits sucrés, sur des produits gras, sur des produits apéritifs, pas des produits essentiels. Eh bien, arriver avec une offre de produits essentiels, comme le voulait le faire Tout Juste, en cassant les prix sur un marché déjà très concurrentiel, ça n'a pas fonctionné. Et avec ce modèle économique un peu baroque, eh bien, ça a été très difficile à mettre en place. Et ça, c'est ce que vous avez ressenti chez Noz, cette façon de consommer autrement ? Oui, les clients qui vont chez Noz, c'est un magasin de destination, donc on va chez Noz juste pour aller chez Noz et ils y vont pour se promener et pour trouver la bonne affaire. C'est thérapeutique pour eux, vraiment. Plusieurs clients m'ont dit que c'était thérapeutique. Ils y allaient vraiment juste pour avoir cette impression d'avoir gagné de l'argent ou gagné quelque chose. Oui, parce qu'ils en ont dépensé de l'argent. La consommation c'est l'impression qu'ils ont. La consommation qui devient un loisir. On va le samedi après-midi, on fait le tour de ces magasins pour passer le temps et trouver quelque chose. C'est pas forcément pour faire des gains de pouvoir d'achat parce qu'on est pris à la gorge. Alors, c'est vrai et c'est très bien. Et puis il y a surtout cet effet surprise dans l'offre. C'est-à-dire que ce qui est bien expliqué dans votre reportage, on voit très bien, et il l'explique très bien le patron de Noz quand il nous dit attention, je les garde une semaine à 50% et après je retire tout. Il le dit bien, il dit je retire pas tout parce qu'il pourrait un commerçant traditionnel dirait je vais les garder parce que à la rigueur je préfère les vendre jusqu'au bout. Lui non, parce que lui ce qu'il veut c'est faire de la place pour la suite. Parce qu'il a bien compris que le dispositif de renouvellement c'était aussi un dispositif qui est extrêmement puissant commercialement. Donc oui, la recette marche bien. Et on a quand même l'impression que quand on va chez Noz ou d'autres marques comme ça de discount, on en sort donc en ayant acheté des choses dont on n'avait pas forcément
justement besoin. Et ça me fait presque penser à comme quand on va manger dans un fast-food, on va manger plus que de raison, sans vraiment manger en conscience, sans vraiment acheter en conscience. Alors, en fait, si vous voulez, ici, vous avez raison sur le produit et l'offre en question, mais en termes de conscience, sur le pouvoir d'achat, les consommateurs qui sont dans ces magasins, ils les fréquentent vraiment en conscience. Ils savent très bien que ça va bousculer un peu leur budget, mais ça sera quand même maîtrisé. La grande difficulté qu'ont les consommateurs, c'est finalement de se retrouver et c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est lorsqu'ils passent en caisse et qui tout d'un coup disent non, finalement, renlevez-moi ce produit-là, je ne vais pas le prendre, je ne peux pas le prendre. Et c'est quand même quelque chose de difficile, on le voit dans le domaine alimentaire, mais dans ces magasins comme Noz, les produits, ils passent tous en caisse. Frédéric Bianchi, je vais révéler un secret à nos téléspectateurs vous concernant. Oui. Vous avez dans enfin une de vos armoires de multiples sauces piquantes. Oui. Pourquoi ? Non, mais voilà, c'est l'archétype du produit qu'on va acheter, qu'on va trouver chez Action, parce qu'on a craqué sur une sauce piquante, et bien on va goûter celle à différents autres parfums, et voilà, et on accumule comme ça des produits. Pourquoi les sauces piquantes, Frédéric ? Parce que c'est excellent, les sauces piquantes. Voilà, qui aime manger épicé, Non seulement je vous conseille ces magasins, on fait des belles découvertes. Mais là aussi, c'est intéressant. Pourquoi la sauce piquante ? Parce que finalement, elle a, chez nous, les consommateurs, un taux d'écoulement extrêmement long. La sauce piquante, vous l'achetez, vous allez la garder longtemps. Mais vous voyez bien que dans le cas de Frédéric... On est tous en plein suffisamment. Voilà, c'est vrai que le taux d'écoulement est très long. Voilà, exactement. Mais comme l'explique Frédéric, finalement, quand il est confronté à une nouvelle sauce piquante, c'est compliqué d'y résister. C'est ça la recette de ces enseignes comme Stocomanie, Noz ou encore Jiffy. Au-delà des sauces piquantes, on a tous dans nos placards des choses complètement inutiles qu'on achète un peu par précaution, un peu par coup de cœur, des bougies réchauffe-plat par centaines, qu'on va acheter comme ça parce qu'on va dire tiens, elle est pas chère, 2 € les 50 bougies, ça me servira tôt ou tard, et c'est comme ça qu'on remplit nos placards. Oui, c'est une forme de surconsommation. Alors on peut le condamner sur le plan environnemental, sur le plan moral ou je ne sais quoi. En attendant, c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de nos concitoyens qui veulent se faire plaisir en consommant. Mais on voit, Frédéric, qu'il existe maintenant aujourd'hui, et grâce au digital, une succession de dispositifs qui permet d'allier cette logique un petit peu d'achat plaisir, que je vais dire, et en même temps protéger son pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que les Vinted, les Bons Coins et autres sites de vente d'occasion, maintenant, vous proposent d'avoir aussi ce dispositif. C'est la seconde main, là, où on va acheter quelque chose qui a déjà servi. Mais exactement. Et pour l'user encore plus. Exactement. Et ces produits-là circulent aussi. C'est-à-dire que vous pouvez acheter chez Stocomanie, Noz ou encore chez Jiffy, et vous pouvez ensuite, après, utiliser vos produits et les mettre dans des dispositifs de seconde main, les vendre 1 ou 2 € ou 50 centimes par lot sur le Bon Coin, ça marchera très bien. On parlait des sauces piquantes en souriant, mais est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça qui s'achètent beaucoup plus que d'autres dans ces magasins de déstockage ? Un des produits que l'on stocke et qui finalement a un taux d'usage qui est faible, c'est bien sûr le textile. C'est-à-dire qu'on est tous confronté dans son armoire à des produits qu'on a achetés textiles, qu'on a portés 2-3 fois et qui là sont en train de prendre la poussière ou même dans le pire des cas parfois attendre la mythe qui fait qu'on ne pourra pas le revendre. Donc je vous conseille lorsque ça prend la poussière, il faut faire circuler ces vêtements et c'est possible. Alors des enseignes proposent ces achats de seconde main. Bien sûr, Vinted aujourd'hui est un très gros succès là-dessus, mais on voit que finalement tout ça c'est un dispositif où il y a commerce un peu partout, si vous voulez. C'est-à-dire que et ces enseignes y participent et assez bien. Et après, il y a un autre élément, je veux juste ajouter dans le reportage, c'est extrêmement bien expliqué. Vous avez vu que quand vous êtes dans ces dispositifs de déstockage, c'est-à-dire vous achetez des stocks, vous êtes extrêmement tributaire sur l'existence ou non de stock. Parce qu'il l'explique très bien, il dit, moi, quand est arrivé le Covid, je me suis retrouvé, j'avais plus de produits achetés, donc j'ai fermé des magasins. Et là encore, il faut avoir beaucoup d'agilité pour pouvoir piloter ce type d'enseigne. Et justement, on peut se poser la question, ce sera quoi la suite chez Noz ? Si tous les magasins qui n'allaient pas bien ont fini par faire faillite, qu'est-ce qui reste à la fin ? Là, pour l'instant, ça se passe bien. Ils ont rouvert 7 magasins des 25 qu'ils ont fermés l'année dernière parce qu'ils ont du stock. Ça va très vite. Voilà, exactement. Et moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils attendent entre 25 et 30 ouvertures en 2024. Donc, de magasins. C'est pas fini. Oui, ça va continuer, bien sûr. Ça va continuer. Et c'est cette agilité-là qui fait le succès de ces enseignes-là. Mais qui peut être fragile aussi dans l'autre sens. Bien sûr, si jamais il n'y a pas d'offre.
Là, on est sur un marché des biens de consommation durable au sens large, que ce soit le textile, la chaussure, le meuble, avec la faillite de Med.com, eh bien, un marché qui souffre énormément, qui est en train de se purger. C'est-à-dire que les enseignes ou les sites de vente les plus faibles commencent à disparaître. Alors pour Noz, évidemment, qui est un peu, on pourrait le comparer de manière un peu péjorative, mais il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais qui est un peu le vautour de ce type de produit-là, eh bien, c'était tout bénéfice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des stocks qui sont arrivés chez Noz, et des stocks de marques très connues. On rappelle quand même Camaïeu, Made.com, qui sont des marques très connues et très identifiées par les consommateurs. Eh bien, Noz a pu faire main basse sur tous ces stocks. Donc c'était un moment très favorable. Maintenant, on peut se demander, à partir du moment où le marché est purgé, on peut considérer qu'on arrive un peu à la fin de ce mouvement de purge. Est-ce que Noz trouvera... Alors, Noz aura toujours du stock, parce que Noz ne fait pas que des faillites d'entreprise. Ils ont aussi... tout le saisonnier. Ils se fournissent aussi en produits saisonniers, à l'étranger, en produits made in China. Donc voilà, ils auront toujours des stocks, peut-être un peu moins. En tout cas, ils auront plus ces locomotives qui vont driver les gens en magasin. Si depuis un an, Noz est à plus 40% de chiffre d'affaires, c'est parce qu'ils ont fait des ventes qui ont marché sur le plan médiatique, comme Camaïeu, comme San Marina, comme Made.com. C'est vrai qu'ils sont un peu tributaires, parce que c'est vrai que c'est la seule enseigne vraiment qui fait du pur déstockage, qui n'a pas de fonds de rayon comme Action, où on est sûr de retrouver un peu les mêmes produits. Chez Noz, c'est la caverne d'Alibaba totale. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Eh bien, quand il y a un peu moins de stock, fatalement, ça risque d'être un peu plus difficile dans les années à venir. Et Sia, quand vous avez rencontré les acheteurs, on les voit au téléphone en train de faire des affaires, on va dire ça comme ça. C'est une véritable fourmilière. Là. Est-ce qu'il y a du stress de ne pas réussir justement à choper le gros lot, si on peut me permettre ? Ils sont tous au téléphone, on voit des gens passer à droite, à gauche, ils font sonner des cloches quand ils ont un achat. Enfin, c'est Rodolphe Bonat. Juste pour rebondir, parce que là c'est vrai aussi, on n'a pas l'habitude de voir ça, c'est pour ça que moi qui suis dans la distribution depuis 30 ans, je suis très content d'être là. C'est qu'en fait, vous voyez l'envers du décor, et vous voyez que la puissance d'un commerçant repose énormément sur sa capacité à acheter. On le voit bien dans le reportage, c'est vraiment aux achats que ça se passe. C'est-à-dire que c'est eux qui vont aller chercher la vraie opportunité. On parlait de l'alimentaire tout à l'heure. Aujourd'hui, le premier critère de fréquentation d'un magasin alimentaire après la proximité, c'est le prix. Et bien là, c'est la même chose. Et ce prix, il est obtenu comment ? Par des acheteurs qui sont des acheteurs qui savent négocier, qui savent aller trouver les bons produits, qui savent trouver les bonnes opportunités. C'est ce que font ces enseignes comme Centracor, Jiffy, Noz ou autres. Et là, c'est rare qu'on voit ça, parce qu'on comprend qu'un bon commerçant, il fait un bon commerce parce qu'il a bien acheté. Vous parlez des bons commerçants. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux petits commerçants. On les appelle petits alors que ce sont des grands commerçants. Finalement, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes, etc. Et ils disparaissent petit à petit. Les centres-villes se meurent. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que d'abord... vous n'alliez pas être d'accord. Non, mais d'abord, il faut savoir que tous les grands commerçants sont d'abord et avant tout démarrés par des petits commerçants. Ce sont des histoires, on l'a bien vu. Des entrepreneurs. Des vrais entrepreneurs qui démarrent souvent finalement au pied de chez eux, dans un garage, avec un petit entrepôt. C'est comme ça que ça se passe. En revanche, attention, je n'oppose pas les grands et les petits. Pourquoi ? Parce que là encore, même un petit commerçant, un commerçant de proximité, ce qui va faire sa force et sa puissance, ça sera sa capacité à sourcer, à trouver le bon produit, à trouver l'achat. Et il va se différencier parce qu'il y a des petits commerçants qui savent créer des alternatives en disant oui, vous pouvez trouver les produits traditionnels dans les grandes enseignes, etc. Mais chez moi, vous allez peut-être trouver un goût, une saveur, une couleur, une création qu'il n'y a nulle part. Une qualité, un service, une présence, une proximité, un plaisir. Aujourd'hui, faire des achats, je suis désolé, c'est quand même plus sympa de les faire en magasin avec un bon vendeur, un bon commerçant, que de les faire en tapotant sur son smartphone, même si c'est efficace. C'est sûr que quand on achète du fromage, on aime bien que le fromager ou la fromagère nous vende son produit. Quand on vous le fait goûter, il n'y a rien de mieux. Rien de mieux. Voilà, et derrière, on a envie d'acheter. Justement, sur la nourriture, les magasins de hard discount, ils en sont où dans ce schéma-là de alors là, paradoxalement, le discount, autant le bazar discount est très florissant, on le voit, autant le discount alimentaire, malgré l'inflation, malgré les difficultés de pouvoir d'achat, souffre un peu plus cette année. Les Lidl, les Aldi, les enseignes, ce qu'on appelait avant le hard discount, qu'on appelle plutôt maintenant le soft discount, qui sont un peu montés en gamme, en faisant rentrer notamment les marques, semblent un peu plafonner depuis quelques temps. Alors là, c'est une explication assez particulière. Ce sont des enseignes, on le sait, qui n'ont pas beaucoup de références. Chez Lidl, on a
1500, 1600 produits et qui n'ont pas toute la largeur de gamme qu'on va trouver chez un Leclerc ou chez un Carrefour. Aujourd'hui, les consommateurs, on arbitre beaucoup sur l'alimentaire. On achète moins de produits alimentaires, on baisse, on opère une baisse de la gamme des produits qu'on va acheter. On va acheter davantage d'Eco+. Or, quand on va acheter Lidl et Aldi, il n'y a qu'un seul produit par gamme. On ne peut pas acheter, il n'y a pas du Lidl Eco+, des choses comme ça. Donc, sachant que les produits en vente chez Lidl et Aldi sont principalement des produits de marque de distributeurs, ce sont ceux qui ont le plus augmenté. Donc, les clients habitués de ces enseignes-là, ce sont ceux finalement qui ont vu leur facture le plus augmenter depuis 1 an et demi en proportion de ce qu'ils payaient. Ces clients-là se sont dit, je vais plutôt acheter des produits Eco+, chez Leclerc ou des produits Simple chez Carrefour, même si je sais qu'ils sont moins bons, je sais que je les paierai moins cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Lidl, les Aldi, les discounters alimentaires au sens large sont un peu moins, gagnent un peu moins de part de marché que les années précédentes. Rodolphe Bonas. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont fortement progressé. Donc, et puis à des moments, il y a des effets de palier aussi sur les marchés. Ce que disait Frédéric est tout à fait exact. J'ajouterais un petit point en plus, c'est aussi dans la formule de ces magasins dits soft discount. Il y a aussi, vous savez, ces opérations dites non alimentaires. Vous pouvez acheter des perceuses, des chaussures, des robots cuisine, etc. Et il faut savoir qu'en période d'inflation, souvent ces achats sont des achats un peu d'arbitrage. Donc à un moment ou à un autre, c'est des achats... Ce sont souvent des prix assez élevés d'ailleurs. Alors ça peut être des prix assez élevés. C'est souvent de très bonnes affaires quand même. Il faut quand même le regarder quand on regarde un peu la qualité des produits qui sont mis en vente ici. Mais néanmoins, c'est souvent des produits d'arbitrage. Or, c'est un socle de trafic pour ces magasins-là. Et donc, mécaniquement, quand vous avez un tout petit peu moins d'acheteurs sur ces opérations coup de poing, vous avez un peu moins d'acheteurs dans vos magasins. Donc, voilà. Mais il y a des plafonds de verre. Frédéric a bien expliqué. Il y a aussi des arbitrages. Je rappelle toujours qu'un Français sur 2 fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. Donc, ces petits centimes-là, 1 ou 2 fois par semaine, ça fait parfois la différence. Je vous remercie. Merci à tous les trois pour cette participation à Doc et Débat. Merci à la rédaction en chef, bien sûr, et à la technique à Alban et Florian. À très bientôt sur BFM Business ou ailleurs. Doc et Débat sur BFM Business.